recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à Waneldo. Merci d'être là également pour la page des sports. Vous avez un visage un peu ensommeillé ce matin. Un peu fatigué? Peut-être. Oui, très fatigué. Très fatigué. La nuit a été éprouvante sûrement. Pas du tout, juste le cumul de fatigue avec le travail au quotidien. Et avec la vie conjugale aussi? Non, je ne suis pas encore marié. Nasrine Fatoumi, on démarre ce bulletin matinal d'information avec l'anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de février 1990 qui ce jour a 35 ans. C'est bien cela, exactement 35 ans ce jour. Amientello, bonjour. Tenu du 19 au 28 février 1990 à l'hôtel PLM Alédio de Cotonou, la Conférence nationale des forces vives de la nation a ouvert la voie à la démocratie au Bénin, voire en Afrique. Suivons ensemble cet élément proposé par Kanté Amoussou qui nous retrace l'histoire de cette conférence. C'est une émotion très forte parce que ce n'était pas évident. Lorsque le président Mathieu Kérékou m'a fait la confiance de me nommer à la tête du comité préparatoire, il ne nous avait donné aucune instruction. Je dis bien aucune instruction. Et il nous a dit, débrouillez-vous, donnez-moi le schéma. Et nous nous sommes réunis, nous avons commencé le travail. Arrivé à un certain niveau, mes collègues ont décidé que j'aille le rencontrer pour lui faire le point. Il m'a répondu, non, 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 je vous fais confiance. Débrouillez-vous et réussissez-moi cette affaire-là et qu'on n'en parle plus. Ah. J'ai tout dit, il a dit non. J'ai insisté, il a dit non. Bon, je suis retourné voir les collègues, des membres du comité national préparatoire de la conférence nationale. Et ils m'ont dit non, que de lui dire que s'il ne se prononce pas sur l'étape que nous venons d'atteindre, que nous allons arrêter, cesser le travail. Et je suis retourné voir le président Kérékou pour lui dire, mes collègues ne veulent plus travailler si vous n'appuyez pas à chaque étape, on doit vous soumettre, vous dites donc vous êtes d'accord et on échange, vous nous donnez votre position. Sinon, on ne travaille plus, on va laisser. Alors c'est là qu'il m'a regardé, il dit bon d'accord. Bon, et je lui ai fait le point et son opinion était utile parce qu'il nous a rappelé, c'était le point que je lui faisais, c'est les catégories de gens qu'il faut inviter. On s'est attaqué à cela tout de suite. Et c'est lui qui m'a rappelé le passage de quand on était tout ça au pouvoir et un triumvirat militaire, nous les avons pas, nous les avions un peu oubliés. Et il a donné quelques conseils qui ont été utiles. Et pendant toute la préparation, j'avais senti qu'il me faisait une confiance que personne ne m'avait jamais accordée auparavant. J'avais des doutes, je me demandais si cette confiance qu'il me présentait et qu'il présentait aussi à l'ensemble du comité que je présidais, si cette confiance qu'on me manifestait dans la journée n'allait pas être contredite par les visiteurs du soir, parce que je savais que le soir, il y avait des gens qui allaient le voir à la maison
pour lui donner des conseils contraires à ce que nous faisions. Je dois rendre hommage d'abord à tous ceux qui ont contribué à cet événement qui était vraiment un avènement d'une renaissance africaine. C'était la période où le parti unique rayonnait. C'était la période où véritablement la démocratie était un rêve. Et par conséquent, nous avons été les premiers, les initiateurs ce que les Russes appelaient perestroïka. C'est nous, Béninois, qui avons été amenés à renverser une machine qui broyait. La liste électorale informatisée provisoire qui doit servir à l'organisation des élections générales de 2026 sera transmise à la Commission électorale nationale autonome Sénat en septembre prochain. La liste électorale informatisée provisoire devant servir à l'organisation des différentes élections sera transmise à la Sénat en septembre et ce, conformément aux dispositions légales en vue selon les explications du directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Avant cette publication, des données détaillées relatives à la liste électorale seront fournies dès la mi-juillet, le but visé étant de s'assurer que tous les citoyens exercent leur droit de vote. Après cette phase de mise à jour qui va durer environ 2 semaines, la liste définitive sera soumise à la Commission électorale nationale autonome. Suite à une publication relayée sur les réseaux sociaux, Mario Elom Metonou n'a pas démissionné de son poste du procureur spécial de la Criette. Depuis quelques heures, une information relayée sur les plateformes digitales faisant état de ce que le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Elom Metonou a cédé sa place. La fausse information sciemment élaborée par une certaine officine participe d'un vaste projet de déstabilisation des institutions étatiques. En effet, c'est une capture d'écran d'une publication de source anonyme qui a annoncé la supposée démission du procureur Mario Metonou de son poste. Selon les mentions lisibles de la capture, cette supposée démission serait liée à l'affaire complot contre l'autorité de l'État impliquant l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki, condamné à 20 ans de réclusion criminelle. À la question de savoir si l'on peut vivre sans le téléphone portable de nos jours, quelques citoyens ont eu à livrer leurs opinions au micro de nos reporters. De nos jours, le téléphone portable s'impose dans le quotidien de certains. Pourtant, certains militent pour une vie sans portable qui favorise les rapports humains. Une grande majorité de la population est complètement accro à son mobile. À la question de savoir si l'on peut vivre de nos jours sans le téléphone portable, quelques citoyens béninois ont livré leurs opinions au micro de Francis Fahami. Ça va être un peu difficile parce que c'est la nouvelle technologie comme vous venez de dire. Comme dit quelqu'un sur ce même téléphone qui a l'information, a le pouvoir. Je dirais que ce n'est pas possible parce que aujourd'hui, la majorité de ce que nous faisons sont en ligne. Bon, c'est là où nous digitalisons les choses, où chacun veut se faire voir sur les réseaux sociaux. On ne peut jamais vivre sans le téléphone portable. Si vraiment tu es un être humain vivant, et ton portable doit être avec toi, puisque les gens auront besoin de toi à tout moment. Vous voyez qu'il y a des ventes en ligne, non? Tout ça là, ces ventes en ligne là, s'il n'y avait pas le portable, celui-là, il sera noyé dans ce qu'on connaît hier. Ça ne peut qu'être prospectus de papier. Et ça va atteindre combien de personnes? S'il a un WhatsApp et qu'il met son truc en ligne pour se faire connaître, vous voyez combien de personnes vont l'entendre? De nos jours, on ne peut pas vivre sans le téléphone portable. Mais il y a beaucoup qui disent qu'ils ne peuvent pas utiliser le téléphone portable parce que quand la famille a un petit problème, on va t'appeler. À cause de ça, là, je connais beaucoup de frères et qui n'aiment pas utiliser le téléphone portable. Il y a des gens qui disent effectivement qu'ils ne peuvent pas vivre, qui peuvent vivre sans le téléphone portable. Bon, je dirais ça là, ça ne les engage. Dans ce sens qu'aujourd'hui, nous avons des familles ailleurs de nous. Et c'est le téléphone qui nous permet de les joindre. Maintenant, si celui-là dit qu'il n'a pas besoin de portable, alors s'il a la capacité sans le portable de joindre ces familles qui sont loin, ou bien si chaque fois il va se déplacer d'ici vers sa famille, alors là, bon, ça ne regarde que lui. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, bon, on peut dire que de ne pas penser trop de temps sur le portable, mais dire qu'on peut vivre sans le portable, là je vois que c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué de nos jours. Vivre sans le portable, c'est vraiment difficile. Sans le portable, je pense pas que l'homme n'est pas... C'est tout d'abord, celui qui n'est pas avec son portable, il n'est pas un homme sérieux.
Et puis on finit avec les chefs de la diplomatie des États-Unis et de la Russie qui se sont réunis ce mardi à Riyad pour une première depuis l'invasion russe en Ukraine depuis 2022. C'est bien cela, c'est le premier tête-à-tête entre Russes et Américains depuis le début de la guerre en Ukraine. Les chefs de la diplomatie américaine et russe ont annoncé à l'issue de leur rencontre ce mardi à Riyad en Arabie Saoudite avoir décidé de désigner des équipes de haut niveau pour commencer à travailler sur une issue du conflit en Ukraine dès que possible de manière durable, pérenne et acceptable pour l'ensemble des parties. Notons que la rencontre de ce mardi intervenait après l'appel téléphonique la semaine dernière entre le président Donald Trump et Vladimir Poutine qui a fait voler en éclats l'Union occidentale et la stratégie d'isolement visant le président russe. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Anaël Vianedou pour la page des sports.